Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Consul, chères étudiantes, chers étudiants, chères collaboratrices, chers collaborateurs, c'est pour moi, comme à chaque rentrée universitaire, un immense plaisir de vous accueillir dans cet auditoire. Et c'est un succès qui ne se dément pas année après année, c'est tout à fait spectaculaire. Mais Madame Masson-Delmotte, ce soir, peut-être qu'on a battu tous les records. Cet auditoire de plus de 600 places est plein. L'auditoire juste à côté, je crois, est aussi plein. Donc on est dans une situation tout à fait exceptionnelle. Et je pense que le thème que vous allez aborder, Madame Masson-Delmotte, tout à l'heure, y est pour beaucoup. Merci infiniment d'être présente ce soir avec nous pour échanger avec le public. On aura l'occasion évidemment de prendre vos questions qui seront adressées à Madame Masson-Delmotte. C'est évidemment aussi pour moi l'occasion de dire quelques mots sur l'Université de Genève. Ils seront très brefs, mais j'aimerais quand même dire effectivement que si les prix Nobel de physique qui ont récompensé l'année dernière nos collègues Michel Mayor et Didier Queloz sont l'expression évidemment de l'excellence de notre université, de la qualité de sa recherche et de ses enseignements, il faut évidemment mettre en exergue le fait que cette université, au niveau du quotidien, entretient jour après jour cette excellence. Elle a été ici récompensée par 2 prix Nobel, mais il faut savoir évidemment que l'ensemble des collaboratrices, collaborateurs, chercheuses et chercheurs de notre université, au jour le jour, contribuent à cette excellence au terme d'enseignement, mais aussi de recherche. Alors vous me permettrez peut-être de mentionner un certain nombre d'événements qui ont marqué cette rentrée et qui permettront effectivement d'illustrer cette qualité. Tout d'abord, sur 44 bourses Excellencia qui ont été attribuées cette année par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, l'Université de Genève en a reçu 11. 11 sur 44, c'est 25%, c'est un taux qui montre effectivement à quel point l'Université de Genève, dans ce domaine, s'est distinguée. 5 bourses Consolidated Air Grants de l'Union européenne, c'est aussi l'occasion pour moi de rappeler évidemment l'importance des liens qui nous unissent à l'Union européenne, aux programmes européens qui soutiennent là aussi les innovations, qui soutiennent la recherche fondamentale, qui, vous le savez, est toujours à l'origine de grandes innovations que l'on peut ensuite diffuser dans l'ensemble de la collectivité pour contribuer au bien-être de cette société. C'est aussi des décisions en termes de centres d'excellence, ce qu'on appelle les National Center of Competence in Research. Et cette année, l'Université de Genève, en collaboration avec l'Université de Zurich, a reçu un nouveau NCCR dans le domaine de l'évolution du langage. Alors c'est un thème important sur lequel on aura sans doute l'occasion de revenir, mais c'est aussi un événement important pour notre université parce que c'est un centre de compétences plurifacultaire, pluridisciplinaire, et vous le savez effectivement, la compétence, la qualité de notre université est aussi de pouvoir adresser des questions de société en mixant, en combinant les compétences de différentes facultés. En l'occurrence, pour ce centre NCCR, ce sont les facultés de médecine, faculté des lettres, de traduction et d'interprétation, ainsi que la FAPC, faculté de psychologie et sciences de l'éducation, qui vont contribuer à ce centre d'excellence développé avec l'Université de Zurich. Et puis, peut-être une innovation parmi d'autres qui ne vous aura peut-être pas échappé de nos jours, c'est évidemment une innovation auquel on est particulièrement sensible. Une équipe de l'Université de Genève, en collaboration avec les PFL et l'Université de Manchester, a découvert effectivement qu'une forme modifiée de sucre, alors je ne dirais pas le nom scientifique parce que ça me dépasse, mais une forme modifiée de sucre, et ça je pense que tout le monde peut le comprendre, permet effectivement à la fois d'attirer les virus et de les détruire. En cette période de coronavirus, vous voyez toutes les possibilités d'application que cette découverte, cette innovation pourrait emporter avec elle. Au niveau de l'enseignement, quelques aussi nouvelles, et encore une fois, je ne serai pas exhaustif, et je m'en excuse auprès des collègues qui ne se verront pas mentionnés dans cette liste. Un cours sur la philanthropie culturelle et le droit, vous le savez peut-être, cette université de Genève a créé, il y a quelques années, de cela un centre en philanthropie qui, année après année, démontre son utilité et ses applications. Un CAS, un Certificate of Advanced Studies, un certificat de formation continue en droit, de la finance numérique, encore une fois. Ici, l'illustration que notre université est toujours à la pointe des évolutions de société qui nous amènent effectivement à introduire des nouveaux cours pour répondre aux besoins de la cité. En termes de gouvernance, peut-être quelques points aussi qui vous intéresseront. Tout d'abord, l'adoption d'une nouvelle charte d'éthique et de déontologie commune avec la
Haute École spécialisée de Genève. C'est un événement important qu'il faut aussi souligner. On a modifié cette charte, mais on l'a fait effectivement en étroite collaboration avec la HES. Une nouvelle directrice qui est peut-être présente dans la salle, Mme Céline Carrère, chargée des questions interdisciplinaires et des centres interfacultaires. C'est aussi une question importante en termes de gouvernance et qui a rejoint effectivement l'équipe du rectorat. Et puis finalement, en lien avec la conférence de ce soir, une stratégie dans le domaine des objectifs du développement durable est évidemment une stratégie particulièrement importante compte tenu de la conférence qu'on aura le plaisir d'entendre ce soir. Donc je n'irai pas plus loin dans cette description, je vous rassure, mais simplement pour vous dire que notre université est à l'écoute des besoins de notre société, de la collectivité qui la finance, mais aussi évidemment en capacité de répondre grâce à son interdisciplinarité, grâce à sa polyvalence, à ces grands défis que notre société doit affronter. Madame Masson-Delmotte, merci infiniment d'être présente ce soir avec nous pour partager toutes vos connaissances, toutes vos compétences dans le domaine du changement climatique. Et je passe maintenant la parole à Géraldine Pliguière qui vous dira quelques mots sur l'Institut des sciences de l'environnement. Merci beaucoup, bonne soirée. Et je vous invite peut-être, alors dernier mot, à consulter le journal de l'Université de Genève, parce que tout ce que je vous ai dit s'y trouve, et si vous avez plus d'informations, vous les retrouvez dans ce petit journal très bien fait par nos services de communication. Très bonne soirée à toutes et à tous. Géraldine. Merci, Monsieur le Recteur. Et c'est vrai, Madame Masson-Delmotte, que votre conférence s'inscrit dans les 10 ans de notre Institut des sciences de l'environnement, car il y a 10 ans, le rectorat prenait la décision ambitieuse de créer un centre interfacultaire prêt à rassembler un spectre des plus larges de disciplines, de chercheuses et chercheurs venus de 5 facultés des sciences de la société, d'économie et de management, de médecine et de droit. Aujourd'hui, donc, une véritable biodiversité scientifique et académique au service de l'environnement qui rassemble maintenant 150 chercheurs travaillant dans un foisonnement de plus de 30 disciplines différentes. En 10 ans, notre institut il a conquis sa place parmi les centres de référence sur l'environnement, grâce à une recherche de pointe, tant au plan disciplinaire qu'interdisciplinaire, grâce aux doctorants qui ont mené des thèses innovantes, grâce à nos 2 principaux diplômes du master en sciences de l'environnement et de la maîtrise en développement territorial, 400 diplômés, ainsi qu'à nos certificats complémentaires, grâce à la formation continue et au MOOC, grâce à notre présence dans les médias et aussi grâce aux plateformes de transfert et de coproduction du savoir entre la science et les décideurs, que ce soit sur la biodiversité avec l'initiative GE21, le Geneva Water Hub, la chaire SIG en efficience énergétique, ou la toute récente plateforme de coopération entre le canton de Genève et l'université et la HES qui s'appelle Genève Environnement Qualité de Vie, G-Envie. La recherche, l'enseignement, mais également le service à la cité sont autant de vecteurs de la diffusion du savoir et des clés de l'action pour l'environnement. Cela a d'ailleurs été clairement souligné dans le tout dernier rapport spécial du GIEC au mois de septembre dernier. Enseigner, apprendre, vulgariser, diffuser, avec les technologies de l'enseignement, avec les médias, les murs des auditoires vont être de plus en plus franchis pour aller plus loin vers les citoyens de toutes catégories. Avec l'élévation de la conscience environnementale, très présente chez les jeunes, mêlée aussi parfois d'anxiété, nul doute que l'intérêt pour mieux comprendre et pour plus agir va aller croissant. Nul doute que plus d'étudiants, et je l'ai aussi constaté il y a quelques jours, vont venir garnir les rangs de nos auditoires pour s'inscrire dans des formations sur la thématique environnementale. Mais le défi, c'est aussi celui du changement d'échelle, pour que notre rôle soit aussi celui de la diffusion du savoir à tous les publics, à tous les citoyens qui n'y ont pas accès, qui n'y sont pas forcément sensibilisés, que ce soit près de chez nous ou dans les pays en développement. Pour se mobiliser
dans la lutte contre le changement climatique, contre les obscurantismes, pour donner tout le potentiel à la soif d'engagement de nos sociétés, pour transformer l'envie en acte. La science, là, a un rôle capital à jouer. Et donc c'est dans cet esprit que je tiens à remercier le rectorat d'avoir mis le changement climatique comme thème central de la leçon d'ouverture et que je vous remercie vivement, Dr Masson-Delmotte, d'avoir accepté l'invitation de notre université et de notre cher collègue Markus Stoffel qui va vous présenter à présent. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter la docteure Valérie Masson-Delmotte, qui sera l'oratrice de cette leçon inaugurale du semestre de printemps. Valérie Masson-Delmotte est directrice de recherche et travaille au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement sous tutelle du Commissariat à l'énergie atomique. Elle est spécialiste du climat et s'intéresse particulièrement à l'évolution du climat pour des échelles de temps allant des derniers siècles jusqu'aux glaciations. Elle utilise notamment une approche paléoclimatique pour tester le réalisme des modèles climatiques et pour affiner les scénarios climatiques futurs. Valérie a publié plus de 200 articles, en tout cas c'est le nombre que j'ai trouvé sur le web, cités plus de 35 000 fois par ses pairs. Ses travaux sont régulièrement publiés dans des revues les plus prestigieuses, telles que Science ou Nature. J'ai tenté de compter ses publications dans ces revues, mais je me suis arrêté à 25. Elle en a bien plus que ça. Originaire de Nancy, où elle est née en 1971, Valérie a obtenu son diplôme de l'École centrale Paris. Sa thèse de doctorat, soutenue en 1996 en physique des fluides et des transports, portait sur la simulation du climat de l'Holocène moyen à l'aide de modèles de circulation générale de l'atmosphère. Valérie Masson-Delmotte a aussi participé à la reconstitution de la concentration en gaz à effet de serre de l'atmosphère au cours des 800 000 dernières années en étudiant la composition chimique des carottes de glace de l'Antarctique. Après avoir contribué à la rédaction des 4e et 5e rapports du GIEC publiés en 2007 et 2013, elle est devenue coprésidente du groupe de travail 1 du GIEC en 2018. Je me permets de faire une petite digression concernant le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou IPCC en anglais, est un organisme qui, sous l'égide de l'ONU, regroupe actuellement 195 États membres. Le GIEC a pour mission d'évaluer, sans parti pris, de façon méthodique, claire et objective, les informations d'ordre scientifique, technique et socio-économique nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique d'origine anthropique, d'origine humaine. Il a également pour but de cerner précisément les conséquences possibles de ce réchauffement climatique et d'envisager d'éventuelles stratégies d'adaptation et d'atténuation. Plusieurs chercheurs de l'Université de Genève, et en particulier de l'Institut des sciences de l'environnement, sont impliqués dans la rédaction du 6e rapport du GIEC, qui paraîtra en 2022. En outre, plusieurs membres de l'UNIGE ont contribué aux rapports spéciaux qui vous seront présentés ce soir par Valérie Masson-Delmotte. Mais je ferme ici la parenthèse concernant le GIEC pour revenir à la conférencière de cette soirée. Valérie Masson-Delmotte a reçu plusieurs prix prestigieux pour ses travaux sur les climats passés et son engagement sans faille au sein du GIEC. Elle a, entre autres, reçu le prix Irène Joliot-Curie du ministère français de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans la catégorie Femmes scientifiques de l'année en 2013. Plus récemment, en 2018, Valérie a été nommée chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur par le Premier ministre français, Édouard Philippe. Elle a aussi été récompensée de la médaille d'argent du CNRS en 2019.
tu me pardonneras de ne pas citer l'intégralité des prix que tu as eus. J'aimerais juste rajouter un autre prix, une médaille que tu vas recevoir en mai prochain à Vienne, la médaille Milutin Milankovic de la European Geosciences Union. En décembre 2018, Valérie Masson-Delmotte a été désignée par la revue Nature comme l'un des 10 scientifiques ayant le plus compté dans le monde en 2018. Je connais Valérie depuis 7 ans environ et j'ai eu le privilège de collaborer avec elle à plusieurs reprises et je reste encore et toujours impressionné par sa connaissance approfondie de la littérature dans le domaine des sciences du climat. Last but not least, j'aimerais insister sur le fait que Valérie Masson-Delmotte ne publie pas seulement dans les revues les plus prestigieuses, mais qu'elle est également auteure de plusieurs ouvrages à destination des enfants et du grand public. Chère Valérie, c'est donc un immense plaisir de t'avoir parmi nous ce soir. Puis j'aimerais te remercier du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation et je me réjouis, comme toute l'audience, d'assister à ta présentation. Je te remercie une nouvelle fois et je te passe la parole. Merci beaucoup. Chers collègues, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'être venus ce soir. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Et j'ai en fait échappé à une journée de travail du GIEC qui est réunie actuellement en session plénière à l'UNESCO à Paris. Donc ce que je voulais faire ce soir, c'était partager avec vous les points clés de 3 rapports que nous avons rendus, faisant le point sur l'état des connaissances en 2018-2019. Mais avant cela, partager avec vous brièvement ce qu'est ce changement climatique. Et je démarre avec cette représentation du réchauffement à la surface des continents et des océans, l'un des indicateurs de l'état du climat. Et cette représentation a été construite par le climatologue britannique Ed Hawkins, de sorte à être un peu à l'interface entre art et science. Donc c'est entre 1850 et 2019, une année, une barre, et ça permet un peu intuitivement de visualiser ce degré de réchauffement qui est déjà observé et dont les effets sont visibles partout. Les points clés à retenir de cette présentation sont les suivants. Donc, le climat change partout au-dessus des continents, comme dans l'océan, avec des effets qui sont visibles aussi bien pour les différents secteurs d'activité des sociétés humaines que pour l'ensemble des écosystèmes. Ces changements sont dus aux émissions passées et actuelles de gaz à effet de serre. Et à court terme, certaines tendances sont inéluctables, mais nos choix peuvent réduire les risques liés aux évolutions climatiques par l'adaptation. À plus long terme, à horizon 2050 et au-delà, les évolutions elles vont dépendre radicalement de ce que nous allons choisir ou pas de faire en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, de nombreuses options existent aujourd'hui pour agir et j'essaierai de les illustrer. Cette présentation, elle s'appuie sur des connaissances scientifiques qui ont été établies par des générations de chercheurs. Je veux juste mettre l'accent ici sur la partie sciences du climat au sens de la physique du changement climatique, avec la construction de grands réseaux d'observation, la construction de méthodes pour caractériser et comprendre les variations passées du climat grâce aux archives naturelles, et l'utilisation d'une physique solide, bien établie, pour étudier le système climatique, l'atmosphère, l'océan, la surface des continents, les glaces, leurs interactions, la manière dont cela répond à des perturbations, de sorte à pouvoir donner sens à ce qui est observé, mais aussi de sorte à pouvoir explorer les futurs possibles. Et c'est une formidable aventure scientifique qui se poursuit. Nous perturbons de manière extrêmement profonde la composition de l'atmosphère, c'est une certitude. C'est la seule figure qui permet ici de montrer ce que l'on apprend de l'étude des climats passés. Et ce qui est montré, c'est le résultat de toutes les analyses des carottes de glace en Antarctique, en permettant de reconstituer l'évolution dans l'atmosphère de la teneur des gaz à effet de serre que sont le dioxyde de carbone en bleu, le méthane en orange et l'oxyde nitreux en vert. Le fait de brûler du charbon, du pétrole et du gaz, la déforestation ajoute du dioxyde de carbone à l'atmosphère et vous voyez qu'on a une rupture très profonde depuis la révolution industrielle par rapport à la teneur naturelle des derniers 2000 ans. C'est aussi une rupture par rapport aux derniers 800 000 ans.
Les rejets de méthane sont aussi dus à d'autres formes d'activités, par exemple certaines activités agricoles, l'élevage, la riziculture. D'autres activités agricoles contribuent également au rejet d'oxyde nitreux. Et donc nos activités passées et actuelles sont responsables de cette évolution de la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère, interagissent profondément avec le cycle du carbone et perturbent les échanges d'énergie entre la Terre et l'espace. Donc le climat change parce que nous créons un déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre qui reçoit de la chaleur par le rayonnement solaire, qui est absorbé à la surface des continents, des océans. Une partie va rebondir sur les particules, certains nuages et les sols, en particulier les sols gelés. Et ensuite, la surface des continents, des océans, les basses couches de l'atmosphère vont émettre un rayonnement infrarouge dont une partie, normalement, part vers l'espace. En ajoutant des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on empêche une partie de ce rayonnement infrarouge de partir vers l'espace, ce qui entraîne une accumulation d'énergie. Et si on regarde cette accumulation d'énergie depuis les années 1970, vous voyez que le réchauffement des basses couches de l'atmosphère, là où nous vivons, ne représente que 1% de l'énergie supplémentaire emmagasinée dans notre planète. 3% de cette énergie supplémentaire est convertie en fonte de l'enneigement, de la glace, des glaciers. 3% entraîne un réchauffement des sols et un dégel des sols gelés. Et le plus gros de l'énergie supplémentaire emmagasinée dans le système climatique rentre dans l'océan. Donc l'océan joue un rôle d'accumulateur. Comme les eaux de mer mettent des siècles à se mélanger, le changement climatique tel qu'il est déjà observé aujourd'hui est irréversible. Et donc l'océan permet de limiter l'ampleur du réchauffement à la surface de la planète. Si l'on regarde l'accumulation de chaleur dans l'océan mondial, le réseau d'observation s'est construit graduellement au cours des dernières décennies, et donc la précision que l'on a s'améliore au fur et à mesure du temps. Vous voyez la poursuite de cette accumulation de chaleur dans l'océan, qui est exprimée en trilliards de joules. Et pour donner un ordre de grandeur, par suite de l'augmentation de l'effet de serre et du déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, la quantité de chaleur qui est rentrée dans l'océan, ne serait-ce qu'entre 2018 et 2019, est de l'ordre de 45 fois la totalité de l'énergie primaire utilisée par l'humanité. Vous voyez également en bas la pénétration de cette chaleur graduellement depuis l'océan de surface jusqu'à l'océan profond. Qu'est-ce qui cause le réchauffement à la surface de la Terre? C'est l'effet de serre supplémentaire dû à nos activités, en partie masqué par l'effet parasol des particules de pollution, également dû à nos activités. Si on avait eu que les petites variations de l'activité du Soleil, et puis de temps en temps des éruptions volcaniques avec leur rejet de particules, vous voyez qu'on aurait eu un léger effet refroidissant depuis en gros la deuxième moitié du XXe siècle, c'est la courbe en bleu. Vous voyez également que le meilleur état de notre compréhension, c'est que 100% du réchauffement qui est observé est une conséquence de nos activités passées et présentes. Ce constat scientifique, il est clairement établi, il n'a fait que se renforcer au cours du temps, il reste encore mal compris. Et quand je pose la question à des décideurs que je rencontre et que je leur demande la fraction du réchauffement due aux activités humaines, beaucoup me répondent peut-être 20%, peut-être 50%. Et ce constat scientifique qui est là, qui est présent, on a encore du mal à le transmettre aussi clairement que nous le comprenons. Enfin, dans un climat qui change, bien sûr, les événements météorologiques sont modifiés. Une des conséquences directes d'un réchauffement moyen du climat, c'est d'avoir des événements froids météorologiques, mais plus rares. Et il est plus difficile de battre des records de froid. Et à l'inverse, des événements chauds qui étaient rares deviennent beaucoup plus fréquents, en hiver, comme en Europe l'hiver dernier, au printemps, en été, toute l'année, sur l'ensemble des continents, mais aussi dans les océans. Et enfin, on atteint des nouveaux records de chaleur qui sont également une des conséquences directes à l'échelle météorologique de ce climat qui se réchauffe et qui change. L'ensemble des conséquences de la perturbation qu'on exerce sur le climat de la Terre est résumé ici. Donc un réchauffement de l'air, une atmosphère qui peut contenir plus d'humidité parce qu'elle se réchauffe, avec l'effet amplificateur de l'effet de serre de la vapeur d'eau. Un recul, par exemple, de la glace de mer autour du pôle Nord et on perd son effet miroir, ce qui est un phénomène amplificateur. Une baisse des extrêmes froids, une hausse des extrêmes chauds. Une modification, par exemple, de la récurrence des sécheresses dans les régions de climat méditerranéen, où cela s'intensifie. Un recul de l'enneigement en moyenne montagne, un recul généralisé des glaciers. Une augmentation des conditions chaudes et sèches propices au départ d'incendies. Si l'on regarde du côté de l'océan absorbe également 20 à 30% de nos rejets de dioxyde de carbone, ce qui provoque une modification de la chimie de l'eau de mer et son acidification. On a également un océan qui se mélange différemment parce qu'il se réchauffe,
avec une baisse de la quantité d'oxygène qui est transportée de la surface en profondeur. Et puis un océan qui se réchauffe, des glaciers qui fondent, contribuent à la montée du niveau des mers, ce qui accentue les phénomènes d'érosion ou de submersion côtière. Donc toutes ces manifestations sont la conséquence de la perturbation que l'on exerce en modifiant profondément la composition de l'atmosphère. Il y a également autre chose qui augmente prodigieusement, c'est la production de connaissances scientifiques. Et si on regarde dans le monde, chaque année, on a plus de 20 000 articles scientifiques dans les journaux à comité de lecture sur la thématique du changement climatique. Il est impossible à chacun d'entre nous de suivre en fait cette production de connaissances. Et ça justifie d'autant plus un exercice collégial, participatif, pour passer en revue cette masse de connaissances nouvelles. Qu'est-ce qui est robuste et qui résiste à l'examen critique de générations de chercheurs? Qu'est-ce qui est émergent, pas forcément solidement établi, mais potentiellement important pour la société? Pourquoi avons-nous des controverses scientifiques? Parce que parfois nous avons des éléments qui sont incomplets ou contradictoires. Quelles sont les principales sources d'incertitude et les limites de nos connaissances? Et faire cette évaluation-là, c'est exactement le mandat du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Il a été créé en 1988 sous l'égide de l'Organisation météorologique mondiale, son secrétariat est ici à Genève, et du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Comme l'a dit Marcus, nous ne produisons pas en fait de recherches nouvelles, nous passons en revue l'état des connaissances de manière transparente, c'est-à-dire que chaque conclusion est traçable aux articles scientifiques, de manière rigoureuse, c'est-à-dire que chaque conclusion est exprimée avec un degré de confiance, et enfin de la manière la plus exhaustive possible. Alors comment produire une évaluation rigoureuse et exhaustive? En mobilisant une diversité de chercheurs, de disciplines, d'expériences, de régions du monde différentes, avec 2/3 d'auteurs nouveaux pour chaque rapport qui est produit, en ayant plusieurs étapes de relecture, donc chaque version de nos rapports passe en relecture par les volontaires de la communauté scientifique, en plusieurs étapes, et aussi par les experts nommés par les gouvernements. Et à la fin, nos conclusions font l'objet d'un résumé pour les décideurs. Ce résumé est approuvé mot par mot et phrase par phrase dans une session plénière où, à votre place, on a les délégués de tous les pays du monde. C'est quelque chose, en fait, qui permet d'avoir une clarté dans l'expression des conclusions. Cette phase d'approbation se fait sur la base des rapports complets qui sont dans les mains des auteurs, des scientifiques. Ce sont eux qui ont le dernier mot. Ça permet parfois d'être plus clair dans l'expression de nos conclusions, même si nos rapports restent difficiles à lire parce que techniques. Cela permet d'améliorer les figures. Et puis parfois, le constat scientifique dérange, mais quand il est solidement établi, avec des dizaines d'articles cohérents, eh bien, il s'impose à tous, quels que soient les enjeux, disons, politiques des uns et des autres. Et cette phase d'approbation, elle permet de séparer le socle scientifique commun, accepté par tous, des négociations internationales sur le climat, où vous pouvez choisir de vous appuyer ou pas sur ce socle de connaissances, mais ça permet de séparer la partie scientifique de la partie politique. Donc pour ce 6e cycle d'évaluation, nous avons rendu 3 rapports spéciaux. Je vais m'appuyer sur leurs points clés par la suite. Et nous sommes en plein dans la finalisation de nos rapports complets, ce qu'on appelle les rapports des groupes de travail. Le rapport du groupe sur l'atténuation est en cours de relecture dans sa version 1. Le rapport que je co-supervise avec mon collègue chinois qui est actuellement bloqué à Pékin suite à la situation sanitaire, il va partir en relecture la semaine prochaine dans sa version 2 avec la première ébauche de résumés techniques et de résumés pour décideurs, et je compte sur votre participation pour nous permettre d'avoir une évaluation la plus rigoureuse et la plus complète. Ce processus de relecture collégiale est essentiel. Et puis cette semaine à Paris, le GIEC définit la structure de son rapport de synthèse qui fera le point sur cet ensemble de connaissances. Et ce rapport de synthèse sera rendu en 2022, juste à temps pour éclairer les discussions internationales dans le cadre de l'inventaire en 2023 de l'accord de Paris sur le climat. Je termine enfin en faisant le point donc sur ces 3 rapports spéciaux. En 2015, au début de ce cycle d'évaluation, on a reçu 31 demandes de rapports thématiques. On en a regroupé plusieurs, et puis en considérant là où il y avait des connaissances nouvelles, quelles étaient les attentes des gouvernements, on a consolidé ce groupe de 3 rapports spéciaux qui se complètent. Celui sur 1,5 degré nous a été demandé parce qu'en 2015, lors de la rédaction de l'accord de Paris sur le climat, l'objectif principal de l'accord, contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, était considéré par certains pays particulièrement vulnérables comme pas suffisamment ambitieux. Et donc il y a dans cet accord de Paris l'aspiration à augmenter l'ambition et contenir le réchauffement à 1,5 degré. Et donc les représentants des pays se sont tournés vers nous et nous ont invités à faire le point sur ce que permettrait d'éviter en termes d'impact et de risque un objectif de stabilisation du réchauffement
à 1,5 degré par rapport à 2 degrés, ce que ça impliquerait en termes de trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. Et cette évaluation, ils nous ont demandé de l'ancrer dans le contexte du développement soutenable et de son premier objectif, qui est la lutte contre l'extrême pauvreté. Donc cela a vraiment façonné la manière dont notre évaluation a été faite. Et donc ce rapport est complété par un rapport qui porte sur le changement climatique et les terres. Donc je résume, c'est le climat dans ma ferme, c'est le climat dans mon assiette et c'est le climat dans mon paysage, ce rapport sur les terres. Et enfin, le dernier rapport que l'on a rendu en septembre, c'est celui qui porte sur l'océan et la cryosphère. Et la Suisse a d'ailleurs joué un rôle important en insistant pour avoir des éléments scientifiques autour des régions de haute montagne. C'est la première fois qu'on a un rapport qui fait le point sur le changement climatique et les hôtes de haute montagne, en plus de la partie région polaire, montée du niveau des mers littorales, océans et écosystèmes marins et côtiers. Les points clés du rapport sur 1,5 degré, tels que je les résume, sont les suivants. En fait, en matière de risque et d'impact potentiel, chaque fraction de réchauffement, chaque degré de réchauffement compte. Le monde d'aujourd'hui, 1 degré plus chaud, n'est pas le même que celui d'il y a une cinquantaine d'années. Le monde de demain, 1,5 degré, 2 degrés plus chaud, ne sera pas le même. En termes d'action pour contenir le réchauffement à un niveau aussi bas, chaque année compte. Et enfin, pour agir par rapport au climat, au service d'un développement qui permette à tous de vivre dignement, la manière de faire chaque choix et les multiples dimensions de la soutenabilité comptent. Alors, le premier élément, je reviens sur ce que je montrais tout à l'heure, mais d'une manière moins élégante que les barres verticales. Donc, on a là, pour chaque mois, l'évolution de la température à la surface de la Terre depuis 1960 jusqu'en 2017. Ce sont les observations. Vous avez la fraction attribuée aux conséquences des activités humaines, qui est représentée en orange. Et puis, vous avez une petite extrapolation représentée par des pointillés. Donc, au rythme actuel du réchauffement tel qu'il est observé et attribué aux activités humaines, on atteindra un réchauffement d'1,5 degré en moyenne à la surface des continents et des océans entre 2030 et 2050. Si le climat réagit vite, si on émet plus de gaz à effet de serre, ce sera plus tôt. Et puis, si le climat réagit plus lentement et qu'on émet moins de gaz à effet de serre, ce sera plus tard. Je précise également que les promesses mises sur la table par les représentants de tous les États en 2015, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, si ces promesses se réalisent toutes, elles impliquent une action climatique. On n'est pas dans une situation d'inaction, mais elles impliquent des émissions de gaz à effet de serre qui continueraient à augmenter dans le monde jusqu'en 2030, plus lentement que si on ne faisait rien, mais qui continueraient toujours à augmenter. Cette trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre, si elle continue à augmenter jusqu'à 2030, s'il n'y a pas un renforcement d'ambition, elle nous inscrit plutôt sur un réchauffement qui accélérerait et qui atteindrait de l'ordre de 3 degrés à horizon 2100. Voilà aujourd'hui l'action, les politiques climatiques telles qu'elles ont été mises sur la table. On nous a demandé, nous, de regarder une alternative, c'est-à-dire un scénario où on ait une action très ambitieuse pour réduire massivement les rejets de gaz à effet de serre et stabiliser le réchauffement à un niveau proche de l'actuel. Donc, qu'est-ce que cela prendrait? Si, par exemple, les émissions mondiales de CO2 diminuaient très fortement pour atteindre net zéro à horizon 2055 et qu'on agissait massivement pour réduire l'effet sur le climat de tous les autres facteurs, les autres gaz à effet de serre, les particules, voilà à quoi pourrait ressembler l'évolution à venir du climat. Si on agissait encore plus radicalement, c'est une vue de l'esprit, pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2040, on aurait un pic plus bas. Et si on n'agissait pas sur les facteurs autres que le dioxyde de carbone, qu'on stabilisait leur effet au lieu de le diminuer, on aurait un pic plus élevé. Donc le message important avec cette analyse de la façon dont le climat réagit, c'est le suivant. Si vous voulez stabiliser le réchauffement à l'avenir à n'importe quel niveau, alors il faut que les émissions mondiales de dioxyde de carbone, qui ont augmenté année après année, passant au cours de ma propre vie de l'ordre de 15 milliards de tonnes par an à plus de 40 milliards de tonnes, diminuent le plus vite possible. Et je précise que celles liées au secteur de l'énergie ont stagné entre 2018 et 2019. Ce qui va compter sur le pic de réchauffement à venir, ce ne sont pas les émissions instantanées, mais c'est la somme de ces émissions de dioxyde de carbone, donc l'air en dessous de cette courbe, passée, présente et future. Plus on atteint tôt le net zéro émission de CO2, plus le cumul passé, présent et futur est bas, et plus l'intensité du réchauffement à venir est bas. Tant qu'on n'a pas cette neutralité carbone atteinte, le climat continuera à évoluer. Et puis bien sûr, le pic dépendra aussi de ce que l'on fait sur les autres facteurs, les émissions de méthane, d'oxyde nitreux, l'effet net des particules, certaines réchauffent, la plupart refroidissent. Et donc contenir cet deuxième facteur, autre que le CO2, est également important par rapport au pic du réchauffement à venir.
Qu'est-ce que c'est un monde à 1,5 degré, 2 degrés plus chaud? C'est un monde où les tendances actuelles se poursuivent, et plus le niveau de réchauffement planétaire est élevé, plus le niveau de réchauffement dans chaque région est élevé, plus important au-dessus des continents qu'au-dessus de l'océan, particulièrement prononcé du côté de l'Arctique. C'est également un monde où les changements pour le cycle de l'eau seront contrastés dans les simulations d'évolution du climat. Un climat plus doux, c'est un climat plus humide dans les régions froides, mais c'est un climat plus sec dans les régions de climat méditerranéen du fait de changements de la circulation atmosphérique de grande échelle. Et plus le niveau de réchauffement planétaire est important, plus ses conséquences régionales, dans certaines régions, plus de pluie en moyenne annuelle, dans d'autres régions, moins en moyenne annuelle, seront marquées. C'est également un monde où les extrêmes sont intensifiés, que ce soit pour l'intensité des événements de pluie torrentielle. Toutes les régions qui apparaissent en bleu sont des régions où les records de pluie continueront à augmenter. C'est déjà observé dans certaines régions. Et enfin, le signal le plus frappant, c'est l'augmentation du nombre de jours très chauds, que ce soit en mer ou sur les continents, avec, pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire, une augmentation de la fréquence, de la durée, de la sévérité des vagues de chaleur. Ce sont ces épisodes chauds qui provoquent des chutes de rendement agricole déjà observées dans certaines régions, des dégradations des récifs de coraux tropicaux par les phénomènes de blanchiment, des chutes de la productivité du bétail, tout particulièrement dans les régions tropicales, ou parfois on va atteindre aussi des limites en matière de physiologie humaine, avec des conditions très chaudes et très humides dans certaines régions. Si l'on évalue les impacts et les risques, il ne s'agit pas que de regarder le fonctionnement du climat, les tendances, les événements extrêmes, les aléas, mais de croiser cela avec une analyse de l'exposition, avec une analyse des vulnérabilités, et c'est cela qui nous permet d'évaluer le niveau de risque, qu'on représente ici de manière transparente quand il est indétectable, jaune quand le risque est estimé comme modéré, élevé en rouge ou très élevé en violet. Et vous voyez qu'aujourd'hui, avec ce degré de réchauffement, on a déjà des impacts observés, par exemple pour les coraux d'eau chaude, ou bien dans la région arctique, et qu'à mesure de l'intensification du niveau de réchauffement planétaire, on peut rentrer dans des situations de risque élevés. C'est particulièrement le cas donc, pour les récifs de coraux tropicaux. 70 à 90% d'entre eux seraient sévèrement dégradés pour un réchauffement d'1,5 degré. La plupart d'entre eux seraient concernés pour un réchauffement de l'ordre de 2 degrés. Du côté de l'Arctique, l'extension de la banquise, la glace de mer, continue à se réduire dans un climat qui se réchauffe. Et pour un monde 1,5 degré plus chaud, stabilisé, on n'aurait plus du tout de banquise à la fin de l'été, 1 année sur 100. Pour un monde 2 degrés plus chaud, ce serait 1 année sur 10 à 1 année sur 3. Et donc des conséquences complexes, avec des opportunités de nouvelles routes maritimes, ou pour la prospection, pour l'exploitation de ressources gazières ou minières, mais des vulnérabilités pour les modes de vie locaux qui dépendent de la banquise, pour les écosystèmes qui dépendent de la banquise. Et j'utilise juste cet exemple pour souligner le fait que dans chaque région, dans chaque secteur, on a un mélange complexe d'opportunités et de vulnérabilités par rapport à tous ces aspects d'un climat qui change. En ce qui concerne les écosystèmes terrestres, on estime que le nombre d'espèces qui seraient exposées à des risques de perte d'habitat, donc de baisse de population, voire d'extinction, double sur la base de l'analyse d'une centaine d'espèces de plantes, d'insectes et de mammifères entre un monde 1,5 degré et 2 degrés plus chaud. Donc il y a des enjeux croisés extrêmement importants en matière de conservation de la biodiversité et en matière d'amplitude et de vitesse du changement climatique. On n'est pas non plus égaux devant les conséquences et les risques liés à un climat qui change. Les risques sont clairement disproportionnellement plus élevés dans la région arctique, dans les zones arides et de climat méditerranéen, pour les petits États insulaires en développement, du fait des enjeux de submersion et de montée du niveau des mers, de dégradation de récifs de coraux, et pour les pays les moins avancés. Le fait de contenir l'ampleur du réchauffement climatique, c'est en fait profondément un enjeu de développement, au sens où plusieurs centaines de millions de personnes sont susceptibles de basculer dans la pauvreté, seront exposées à des risques climatiques croisés, directs et indirects, et donc contenir le réchauffement à 1,5 degré plutôt qu'à 2 degrés, ça permet de protéger ces centaines de millions de personnes des effets négatifs possibles d'un climat qui se réchauffe. Il y a beaucoup de leviers d'action qui permettent de limiter les risques liés au climat. On manque de connaissances pour évaluer quels seront les coûts de cette adaptation, quels seront les coûts des pertes et des dommages. Mais il est clair que plus le réchauffement sera important, plus les besoins d'adaptation vont augmenter. Et il est aussi clair qu'il existe des limites aux capacités d'adaptation, même pour un réchauffement comme aujourd'hui, ou de l'ordre d'1,5 degré.
Je passe maintenant aux trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre qui permettraient de stabiliser le réchauffement, pas tout de suite, mais à horizon de la deuxième moitié de ce siècle. Si l'on voulait contenir le réchauffement autour de 2 degrés, il faudrait que les émissions mondiales de dioxyde de carbone par rapport à 2010 baissent d'un quart d'ici 2030 et atteignent la neutralité à horizon 2070. Si l'on voulait contenir le réchauffement à 1,5 degré, il faudrait que ces émissions soient divisées par 2 à horizon 2030 et qu'on atteigne cette neutralité CO2 à horizon 2050. Donc ça montre l'ampleur des enjeux. Il n'est pas possible pour nous, en faisant une évaluation scientifique, d'évaluer la faisabilité de transformation et de transition aussi rapide. Je précise que ces rythmes sont sans précédent historique et demanderaient des transitions dans tous les grands secteurs d'activité. D'abord, décarboner la production d'électricité, électrifier les usages finaux de l'énergie, transformer l'utilisation des terres qui relarguent des gaz à effet de serre en stockant au maximum du carbone dans les terres, transformer nos villes en utilisant les leviers de l'efficacité énergétique, de l'économie circulaire, toutes les options d'action pour une mobilité alternative à la voiture à pétrole, transformer notre industrie de la même manière avec efficacité et économie circulaire, mettre en place les infrastructures qui permettent l'ensemble de ces transformations. Notre rapport conclut qu'il existe une large palette de technologies disponibles aujourd'hui qui permettent d'amorcer des changements de grande ampleur, mais que pour contenir le réchauffement à un niveau bas, il y a une particularité, c'est qu'il ne s'agit pas que des systèmes de production et de l'offre, mais qu'il s'agit aussi de maîtriser la demande. Parce que si la demande en énergie, la demande en matériaux, la demande en produits animaux continue à croître dans le monde, alors les systèmes de production vont continuer à s'étendre et seront plus gros et beaucoup plus difficiles à transformer rapidement. Donc la question des changements de comportement, elle est centrale si l'on veut contenir le réchauffement à un niveau bas. Et enfin, il y a des conditions sine qua non, si on veut parvenir à ce type de trajectoire, sortir le plus vite possible du charbon et réorienter les investissements en les sortant des énergies fossiles pour les réorienter vers toutes les solutions bas carbone et au service de l'efficacité énergétique. Et on parle d'un ordre de grandeur d'un facteur 5 à 6 entre maintenant et 2050. Donc voilà à quoi ressemblent les trajectoires qui sont analysées, qui sont disponibles sur cette base de données et qui permettent de contenir le réchauffement à un niveau bas. Il y en a quelques dizaines. Elles partagent un pic rapide, une diminution très régulière, le net zéro émission dans les trajectoires donnant une chance sur 2 de stabiliser le réchauffement à 1,5 degré autour de 2050. Et pour la plupart de ces trajectoires, le fait, dans la deuxième moitié de ce siècle, d'être capable d'enlever du CO2 de l'atmosphère et de le stocker de manière durable, ce qu'on appelle des émissions négatives. Donc je résume, ça veut dire qu'on laisse aux jeunes générations d'aujourd'hui le soin de faire le ménage compte tenu de l'inaction passée. Ces trajectoires permettent aussi de voir ce qu'il se passe si l'on attend une dizaine d'années. Ce sont les trajectoires qui sont représentées en gris. Si l'on attend une dizaine d'années mais que l'on enclenche les mêmes changements structurels, alors en fait le réchauffement dépassera 1,5 degré. Et si l'on veut revenir en arrière, alors il faudra déployer du stockage, de l'extraction et du stockage de CO2 de l'atmosphère à une échelle colossale par la suite. Le dernier volet de cette évaluation, c'est vraiment le fait de prendre en compte les multiples dimensions des objectifs du développement durable par rapport aux options d'action pour le climat. C'est aussi très profondément le fait de construire des transitions qui soient éthiques, climat et biodiversité, équitables et justes, de sorte à protéger les plus vulnérables. Donc pour chaque option d'action, pour l'adaptation, pour réduire les rejets de gaz à effet de serre, chacune en fait peut présenter des bénéfices annexes, mais aussi des risques d'effets indésirables. Par exemple, vous pouvez manger mieux, les guides de nutrition qui vous permettent de vivre longtemps et en bonne santé conduisent à des choix alimentaires qui sont ceux qui réduisent l'empreinte environnementale. Vous pouvez aussi, par exemple, penser que la meilleure solution, c'est de taxer l'énergie, et en particulier l'énergie fossile. Mais dans ce cas-là, mon pays, la France et d'autres pays ont montré à quel point on va avoir des intersections profondes avec des enjeux de justice sociale s'il n'y a pas d'alternative disponible. Et vous voyez que, par exemple, sur la précarité énergétique, on rentre sur des enjeux de compromis qui sont potentiellement extrêmement importants. Donc notre évaluation, elle montre qu'il est possible, dans chaque contexte, de construire intelligemment un ensemble de mesures, y compris des mesures de compensation, qui permettent de s'adapter, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en atteignant les objectifs du développement durable. Et je crois que c'est peut-être la chose la plus nouvelle de cette évaluation, le fait que construire un développement soutenable et agir pour le climat peut aller main dans la main si les choses sont pensées en synergie. On montre encore une fois au niveau mondial qu'en termes de développement soutenable, les bénéfices les plus larges sont identifiés quand on agit pour les plus riches et dans les pays riches,
sur la demande, en particulier la sobriété en énergie, en matériaux non renouvelables, et les choix alimentaires les plus sobres en carbone. Et derrière ça, en fait, c'est une question profondément de volonté citoyenne, de volonté politique, de processus de délibération, parce que les conditions de faisabilité, ce sont des enjeux de coopération à toutes les échelles, de gouvernance, d'innovation technologique, d'innovation sociale, d'innovation frugale, de mobilisation des financements et d'éducation et de formation. Les universités, bien sûr, ont un rôle tout particulier à jouer dans cette direction-là. Alors, je vais passer à la partie spécifique sur le secteur des terres. Donc, les terres, c'est une ressource critique. Je vais l'illustrer tout de suite. Et sous pression croissante, le changement climatique ajoute à ces pressions. Ce rapport montre que ce qu'on décrit comme une gestion durable des terres présente en fait un portefeuille de solutions qui est disponible aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'attendre de l'innovation à venir. Il y a beaucoup de leviers d'action qui sont issus de connaissances locales, testées, répliquées, qui sont disponibles et qui permettent de déployer très vite des solutions. Mais par contre, on ne peut pas compter sur le secteur des terres pour compenser les émissions de gaz à effet de serre des autres secteurs, que ce soit par du boisement ou par la production d'énergie de la biomasse avec captage et stockage du CO2. Il y a un potentiel, mais qui est clairement limité. Et donc le secteur des terres ne peut pas se substituer à une action qui est nécessaire en fait dans les autres secteurs d'activité. Alors pourquoi une pression croissante sur les terres émergées? Donc l'humanité utilise 70% des terres libres de glace. Un quart de ces terres sont dégradées ou subissent une désertification. Nos modes de vie, notre évolution démographique, mais aussi notre consommation par habitant, entraînent des taux sans précédent d'utilisation des terres et de l'eau douce, en particulier depuis les années 1960. Par exemple, la consommation d'huile végétale ou la consommation de viande par personne a doublé dans le monde sur cette échelle de temps-là. Cela entraîne aussi une dégradation majeure des écosystèmes et contribue à la perte de biodiversité. Notre système alimentaire lui-même n'est pas soutenable. Malgré les progrès des techniques agronomiques, il y a toujours plus de 820 millions de personnes qui souffrent de la faim, avec des signes préoccupants d'augmentation de cette sévérité sur les dernières années. Et en même temps, on a 2 milliards de personnes qui souffrent de surpoids ou d'obésité, avec un coût croissant en matière de santé publique des maladies chroniques liées à ce surpoids ou à cette obésité. Dans le monde, 25 à 30% de la production alimentaire est perdue, surtout dans les pays en développement, ou gaspillée, surtout dans les pays riches. Et dans son ensemble, le système alimentaire, depuis la production jusqu'aux déchets, en passant par nos assiettes, pèse environ un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et enfin, on a déjà des éléments qui montrent que ce système alimentaire est vulnérable par rapport au changement climatique tel qu'il est observé aujourd'hui. Et je termine sur les leviers d'action qui existent, bien sûr. Il y a des leviers d'action de bon sens, éliminer les pertes et le gaspillage alimentaire, mais aussi des leviers d'action plus profonds de transformation des modes de production, de transformation, de consommation. Il y a des enjeux majeurs à utiliser les milieux naturels en les restaurant, en les préservant, en les renforçant comme puits de carbone. Il y a une limite au potentiel pour le boisement ou la biomasse pour l'énergie, et puis il y a un ensemble de leviers d'action en matière de gestion de risques, par exemple de risques d'incendie, qui sont extrêmement importants. Alors je vous disais tout à l'heure, le réchauffement est plus prononcé au-dessus des continents qu'au-dessus des océans. En moyenne planétaire, on en est autour de 1 degré de réchauffement, mais c'est déjà 1,5 degré en Europe, comme sur la moyenne pour les terres émergées mondiales. On a également donc une augmentation des événements chauds, une augmentation dans certaines régions des événements de forte précipitation. Autour de la Méditerranée, une augmentation de la fréquence et de l'intensité des sécheresses. Cela contribue à une dégradation des terres. Cela peut avoir des effets négatifs sur la production alimentaire. On a également un déplacement des zones climatiques qui entraîne des déplacements de nombreuses espèces. On observe à grande échelle par satellite un verdissement. Ce verdissement, il est lié dans les régions froides à un allongement des saisons de croissance. En Inde et en Chine, à une augmentation de l'apport de nutriments, à de l'irrigation. Mais on a également des zones qui deviennent plus sèches, qui subissent un brunissement. Et enfin, on observe une augmentation de la dégradation des terres, en particulier là où on a des sols gelés qui dégèlent, sur le littoral, avec les effets liés à la montée du niveau des mers. Et la surface qui est affectée, la surface sèche qui est affectée par une baisse de la pluviométrie, augmente d'environ 1% par an depuis les années 1960. Et ce phénomène de désertification concerne environ 500 millions de personnes aujourd'hui. Enfin, l'usage des terres contribue au rejet de gaz à effet de serre. La déforestation, la destruction de tourbières, c'est 13% des émissions de CO2. Les activités agricoles, en particulier l'élevage de ruminants, la riziculture, sont responsables d'environ la moitié des émissions de méthane dues aux activités humaines.
Et enfin, l'utilisation d'engrais azotés par l'épandage et par l'élevage représente plus de 80% des émissions de l'oxyde nitreux, qui est aussi un gaz à effet de serre. De l'autre côté, la réaction naturelle des terres aux changements environnementaux que nous induisons capte environ un tiers des émissions mondiales de CO2. Donc ce puits de carbone terrestre amortit, encore une fois, notre perturbation, nous rend un service immense. Néanmoins, la persistance de ce puits, la capacité des sols à stocker du carbone, la capacité des sols gelés à ne pas relarguer de carbone, donc la persistance de ce puits est incertaine dans un climat qui se réchauffe. Encore une fois, dans ce rapport, on a évalué les risques liés au processus terrestre du fait du changement climatique, un risque qui augmente pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire de pénurie d'eau dans les régions arides, une augmentation du risque d'érosion sur le littoral, une augmentation dans certaines régions du risque de perte de végétation, une augmentation très nette des risques liés aux feux de forêt, en particulier autour de la Méditerranée ou dans le sud de l'Australie, pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire, ces facteurs-là contribuant d'ailleurs à une dégradation des terres. On a également donc des projections qui font état d'un risque majeur de baisse des rendements de grandes cultures et de productivité du bétail dans les régions tropicales, avec un niveau de risque qui est évalué comme étant sévère pour un réchauffement de l'ordre de 2 degrés. Et enfin, des risques d'instabilité d'approvisionnement alimentaire qui, pour un réchauffement modéré comme aujourd'hui, touchent des régions plutôt isolées, indépendamment, mais le risque de phénomènes simultanés augmente à mesure que le réchauffement et ses conséquences se poursuivent. Et le message que je vais faire passer ici, c'est que le niveau de risque lié au climat ne dépend pas que du réchauffement. Il dépend très profondément des choix de développement, des choix socio-économiques qui vont être faits. Si on considère par exemple le risque d'insécurité alimentaire, donc la disponibilité de nourriture, l'accès à la nourriture, si l'on fait le choix d'un développement soutenable avec une maîtrise de l'évolution démographique, une réduction des inégalités, une production agricole résiliente avec une forte capacité d'adaptation, une gestion efficace des terres, une gestion durable des terres, alors même pour un réchauffement de l'ordre de 2 degrés, les risques peuvent rester modérés. Par contre, si le type de développement nous emmène sur une forte croissance démographique, des inégalités qui continuent à s'élargir, des consommations et des productions très intensives en ressources, des changements technologiques longs, une faible capacité d'adaptation, alors pour un même niveau de réchauffement, autour d'1,5 degré, on aura un niveau de risque élevé en matière d'insécurité alimentaire. Dans ce rapport, j'ai juste envie de vous donner envie de l'ouvrir et d'en lire davantage. On passe en revue une quarantaine d'options de réponse au changement climatique pour l'adaptation, pour l'atténuation dans le secteur des terres. Et on regarde ce que ça permet d'apporter comme bénéfice également pour lutter contre la désertification, améliorer la qualité des sols, réduire la dégradation des terres, améliorer la sécurité alimentaire. Et ce que vous voyez, c'est que pour de nombreux leviers d'action, on a des bénéfices multiples, autour d'options pour, disons, améliorer de manière soutenable les rendements agricoles, pour renforcer l'agroforesterie, des meilleures options de gestion, par exemple, des animaux d'élevage. On a des bénéfices multiples sur toutes les options qui portent sur la restauration, la préservation des écosystèmes. Mais par contre, sur l'utilisation de terres pour produire de l'énergie, de la biomasse, éventuellement avec ensuite captage et stockage du CO2, ce qui permet de manière nette d'enlever du CO2 de l'atmosphère et de le stocker. Il y a bien sûr un potentiel pour baisser les rejets de gaz à effet de serre, mais par contre, il y a des risques qui sont importants sur toutes les autres dimensions, et en particulier sur les enjeux de sécurité alimentaire. Donc ce rapport, il montre que la question de la gestion des terres, de la pression sur les terres, est important à être pris en compte dans des stratégies intégrées par rapport au changement climatique. Il souligne qu'on a des leviers d'action, chacun d'entre nous, sur nos choix alimentaires, et des régimes alimentaires qui font une part belle aux produits végétaux, avec des systèmes de production qui soient diversifiés, résilients. Cela favorise à la fois l'adaptation à un climat qui change, l'atténuation, c'est mieux pour votre santé. Ça permet aussi de libérer des millions de kilomètres carrés de terre et contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Par contre, le déploiement à grande échelle d'un boisement sur des zones cultivées ou de cultures de bioénergie à la place d'autres cultures ou d'espaces naturels aurait des impacts négatifs pour la sécurité alimentaire, la biodiversité et la qualité des sols. Il y a un potentiel de boisement maîtrisé, il y a un potentiel de production d'énergie de la biomasse, mais intégré dans une utilisation soutenable des terres, sur des terres marginales,
sur des terres abandonnées précédemment utilisées pour des cultures, avec des essences locales ou adaptées, et dans le cadre d'une gestion intelligente et diversifiée des paysages. Et le dernier point de ce rapport, c'est l'intérêt à agir maintenant. Tarder à agir, c'est s'exposer à des risques croissants pour les revenus des agriculteurs, pour les écosystèmes, pour la gestion de crise. Agir maintenant, ça permettrait de réduire les risques que représentent pour des millions de personnes les extrêmes climatiques, mais aussi la dégradation des sols ou l'insécurité alimentaire, ou celle des moyens de subsistance. On montre également qu'il y a de nombreux bénéfices à agir rapidement. Le rapport bénéfice-coût, il est important dans tous les investissements pour la restauration des terres dans les zones arides. Et les mesures d'action à court terme, liées aux pratiques des sols, ont souvent un retour sur investissement relativement rapide, avec une rentabilité en 3 à 10 ans, bien meilleure que dans de nombreux autres secteurs également. Donc je termine en résumant cette évaluation. Les terres, c'est une ressource critique, sous pression croissante, en plus du fait du changement climatique. De nombreuses solutions sont mûres aujourd'hui pour agir dans les systèmes de production, les choix d'alimentation, avec de nombreux bénéfices, permettant aussi de stocker du carbone et produire de l'énergie, si c'est bien pensé. Une gestion durable des terres fait partie des solutions, mais ne peut pas tout faire pour limiter les risques climatiques. Et là, j'ai un message annexe. Quand des secteurs d'activité entiers qui n'agissent pas pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre vous proposent de planter des arbres, méfiance. Je termine sur l'océan et la cryosphère avec un zoom sur les régions de haute montagne. Il est clair que l'océan et la cryosphère, je pense que vous l'avez vu, ont pris de plein fouet les conséquences du changement climatique. C'est particulièrement visible au cours des dernières décennies, avec également des conséquences profondes et graves pour la biodiversité, la nature, les écosystèmes, et pour les sociétés humaines qui en dépendent directement ou indirectement. Et nous en dépendons pour la météo et le climat, pour nos transports, pour notre alimentation, pour notre santé, notre bien-être, mais aussi pour notre identité culturelle. Dans ce rapport, nous examinons très peu les potentiels pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais surtout les effets en cascade entre le monde physique, chimique, le monde biologique et les sociétés humaines, en regardant les intersections multiples de ce type-là. Alors, les régions de haute montagne, c'est aujourd'hui 670 millions de personnes directement, et puis c'est des milliards de personnes qui dépendent du stockage saisonnier de l'eau par la neige ou par les glaciers, qui sont également concernés en aval. La cryosphère de montagne, c'est une fraction, en fait, de ce que l'on trouve à la surface de la Terre. Les zones en bleu, ce sont les surfaces occupées par les glaciers. Les zones en bleu très foncé, ce sont les zones de sol gelé. 30% de tous les sols gelés à la surface de la Terre se trouvent en montagne, et leur surface est 20 fois plus importante que celle des glaciers, si on les compare. Alors, on observe un recul généralisé des glaciers. L'ensemble des glaciers du monde perd de la masse. Ça représente près de 123 milliards de tonnes d'eau qui rejoint les océans par an sur la période 2006-2015. Dans la plupart des régions de haute montagne, on observe également un recul de l'enneigement, surtout aux altitudes les plus basses, à un point tel que certains utilisent des hélicoptères pour amener de la neige sur les stations de ski. Et puis également, on observe une augmentation de la température des sols gelés en montagne, et les réseaux de mesure ont souvent été développés depuis les années 1980. On observe déjà des conséquences pour les risques naturels. Je ne vais pas décrire toute cette table. Elle permet simplement de dire qu'on a fait une évaluation région du monde par région du monde, en regardant les changements physiques, les aléas attribués au changement de la cryosphère de haute montagne. Et donc, on a déjà dans beaucoup de régions des conséquences du déclin des glaciers, de l'enneigement et des sols gelés sur les glissements de terrain, les avalanches, les inondations, certains mouvements de terrain et également une évolution des risques d'incendie du fait de changements de ressources en eau localement. Et puis on a des conséquences indirectes, donc ces aléas physiques s'accompagnent également de modifications dans les écosystèmes, de toundra, de forêts, mais aussi les écosystèmes aquatiques, dans les lacs ou les rivières. Et cela affecte également un certain nombre de secteurs économiques, le tourisme ou l'agriculture, les infrastructures, les services culturels. Cela conduit dans certaines régions à des déplacements de population qui quittent les régions de haute montagne. C'est le cas du côté, en particulier, des hautes montagnes d'Asie. On observe donc également une modification de l'abondance d'espèces de plantes et d'animaux de basse altitude et un déplacement en altitude et vers de nouvelles zones. Des impacts négatifs sur le tourisme dans de nombreuses régions. Et pour les régions comme l'Himalaya ou bien les Andes tropicales, des impacts négatifs sur les rendements agricoles, donc encore une fois avec des enjeux sur le secteur de la production et de la sécurité alimentaire. Dans les évolutions futures du climat, que va-t-il se passer dans les régions de haute montagne? Donc c'est exploré en regardant différents types de scénarios,
En bleu, un scénario d'action forte qui permet de contenir le réchauffement autour de 2 degrés à la fin de ce siècle, donc une baisse forte des émissions de gaz à effet de serre. En gris, un scénario intermédiaire, un réchauffement de l'ordre de 3 degrés à la fin de ce siècle. Et en rouge, un scénario d'inaction très intensif en énergie fossile qui conduirait à un réchauffement supplémentaire de l'ordre de 4 degrés à la fin de ce siècle. Pour toutes les régions du monde, et dans tous les cas, on a des projections de la poursuite d'un déclin des glaciers. Si vous regardez par exemple du côté de l'Europe centrale, quasiment la moitié en fait de la masse de glaciers serait perdue à horizon 2050. Mais dans un scénario où le réchauffement mondial est limité à 2 degrés, une stabilisation entre 2050 et 2100, et à l'inverse, la poursuite d'une perte continue des glaciers en Europe dans le cadre d'un réchauffement très important. Donc il y a bien sûr encore une fois des conséquences pour les risques naturels, la stabilité des pentes, le nombre, la surface des lacs proglaciaires et leurs conséquences, avec des risques par exemple liés à la vidange abrupte de ces lacs ou aux événements de pluie sur neige qui peuvent entraîner des glissements de terrain ou des avalanches dans de nouvelles zones ou à de nouvelles saisons. Dans tous les scénarios, on a également des effets importants en aval, pas uniquement dans les régions de haute montagne. Donc quand les glaciers reculent, on a davantage de ruissellement, donc plutôt des épisodes plus intenses d'écoulement dans les rivières. Et puis quand les glaciers continuent à reculer ensuite, on atteint un pic d'eau et un déclin graduel du ruissellement pendant ces saisons sèches, quand les glaciers ou la fonte de la neige alimentent les cours d'eau. Donc il y a des enjeux extrêmement importants par rapport aux conséquences pour les écosystèmes aquatiques, mais il y a également donc des conséquences en haute montagne pour la conservation des espèces iconiques qui dépendent du froid, surtout s'il n'y a pas d'action de conservation. Il y a des conséquences également, encore une fois, sur l'hydrologie, sur le risque d'incendie en montagne. Et puis pour les communautés humaines, localement, l'augmentation des risques liés aux aléas naturels, glissements de terrain, avalanches ou inondations, des effets potentiellement négatifs pour les activités de loisirs récréatives, pour le secteur du tourisme qui dépend de l'enneigement d'hiver, mais aussi pour le patrimoine et pour l'identité culturelle des communautés de haute montagne. Et enfin, il y a des enjeux en aval par la disponibilité, la qualité de l'eau, aussi bien pour les villes que pour l'agriculture, la production d'énergie, d'hydroélectricité, avec des enjeux particulièrement importants de réponse intégrée. Donc, parmi les options de réponse importantes, il y a tout ce qui porte sur la stratégie de réduction des risques et d'adaptation pour réduire l'ampleur de l'accroissement des impacts inéluctables. Il y a les enjeux d'une gestion intégrée de l'eau pour les écosystèmes et pour les différents besoins humains, localement et en aval, avec des enjeux particulièrement importants de coopération transfrontalière, par exemple autour du Tibet. Il y a un besoin de connaissances en appui au système d'alerte et pour l'adaptation. Il y a vraiment le besoin de faire monter en compétence les acteurs locaux pour que ces éléments scientifiques soient pris en compte dans la décision immédiate. Alors, je vais brièvement parler des régions polaires. C'est une photo des écosystèmes particulièrement précieux autour de l'Antarctique, mais je vais surtout parler de l'Arctique dans la suite. Donc, l'Arctique, c'est aujourd'hui 4 millions de personnes. On a un recul de l'extension de la banquise, et elle est représentée en haut à la fin de l'été, qui est observée. Ce recul se poursuivra sur les prochaines décennies, mais il peut se stabiliser si le réchauffement est stabilisé autour de 2 degrés en bleu, ou il va se poursuivre si le réchauffement s'accentue jusqu'à atteindre 4 degrés en rouge. On s'attend aussi à la poursuite du recul de l'extension du manteau neigeux autour de l'Arctique sur les continents, et un recul important de la surface de sol gelé. Ce recul pourrait être de l'ordre d'un quart pour un réchauffement de l'ordre de 2 degrés, plutôt de l'ordre de 3 quarts pour un réchauffement de l'ordre de 4 degrés. Ces sols gelés de l'Arctique contiennent 2 fois plus de carbone sous forme de matière organique que l'atmosphère. Il est encore très difficile d'évaluer ce que ça impliquera en termes d'émissions de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone ou méthane, dans un climat qui se réchauffe. Ça fait partie des incertitudes qui restent profondes, pour lesquelles on a besoin de produire davantage de connaissances. Et puis ce qui se passe dans les régions polaires ne reste pas dans les régions polaires, et en particulier parce que les calottes du Groenland et de l'Antarctique, qui sont pour moi une mine d'or d'informations sur les climats passés, perdent de la masse de plus en plus. Le Groenland par fonte, l'Antarctique par glissement. La perte de masse du Groenland a doublé cette dernière décennie par rapport à la précédente, celle de l'Antarctique a triplé. La fonte de la cryosphère, ces calottes et les glaciers, c'est devenu le facteur dominant de la montée du niveau des mers, en plus du fait que les océans se dilatent en se réchauffant. Et parce qu'il y a de l'inertie dans la réponse des glaciers, dans la réponse des calottes,
Cela contribuera à l'élévation de la montée du niveau des mers sur une échelle de temps de plusieurs siècles. Donc le message important sur les régions polaires, c'est qu'elles seront profondément différentes à l'avenir, mais que l'ampleur, encore une fois, de ces changements dépendra de ce que nous allons faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et donc du rythme et de l'ampleur du réchauffement. Les enjeux d'adaptation locaux et globaux vont être majeurs, avec le besoin d'accès à un soutien pour l'adaptation, en particulier pour les petites communautés autochtones de l'Arctique. Alors passons sur le littoral, avec cet enjeu de la montée du niveau des mers. Donc le littoral, c'est 65 millions de personnes dans les petits États insulaires en développement, c'est 680 millions de personnes, sur les autres régions, ce sera 1 milliard de personnes à horizon 2050. Sur la partie observation, vous ne le voyez quasiment pas, parce qu'on ne voit que le début de la montée du niveau des mers. Dans un scénario d'action forte pour réduire les rejets de gaz à effet de serre, 2 degrés d'ici à la fin du siècle, on projette une montée du niveau moyen des mers de l'ordre de 40 cm à horizon 2100. Dans un scénario d'inaction et de fortes émissions de gaz à effet de serre, on projette une montée du niveau des mers de l'ordre de 80 cm jusqu'à 1,10 m dans la gamme probable à horizon 2100 et plusieurs mètres sur les siècles suivants. Le plus important, ce n'est pas que les tendances, mais c'est aussi la récurrence des événements de très haut niveau marin. À chaque endroit, vous avez un niveau moyen des mers, et puis s'ajoute à ça l'effet des marées, par exemple la marée du mois ou la marée de l'année, l'effet de la tempête la plus forte annuelle, ou l'effet de la tempête du siècle. Dans cette représentation, on regarde ce qui étaient les niveaux records du siècle précédent, et on regarde quand est-ce qu'ils vont devenir annuels, par le simple fait que le niveau moyen des mers monte. Les petits points qui sont représentés de couleur foncée, entre le noir et le rouge, vous montrent que ces événements deviendront annuels, se répéteront chaque année, même pour un scénario de forte baisse d'émissions de gaz à effet de serre, dans beaucoup de régions tropicales, entre maintenant et 2050. Donc les enjeux d'adaptation pour le littoral, ils sont majeurs, mais encore une fois, les risques associés à la montée du niveau des mers vont dépendre des réponses locales. Si vous êtes dans une grande ville riche, vous aurez les capacités à renforcer les ouvrages de défense, ou peut-être, comme à Singapour ou à Monaco, à gagner sur la mer. Si vous êtes dans de grands deltas agricoles, vous avez un potentiel d'action par la restauration d'écosystèmes côtiers, les mangroves par exemple, ou les zones humides côtières, qui peuvent amortir l'érosion ou l'effet de la montée du niveau des mers, mais avec un potentiel qui est limité. Le potentiel d'action, il est plus limité localement pour les petites communautés arctiques ou pour les États d'atolls très urbanisés. Et dans ce cas-là, les options de réponse ne sont pas que des réponses locales, mais aussi le choix par ces communautés de faire un repli stratégique quand des terres sont disponibles pour le faire. Donc, pour la montée du niveau des mers, il y a de nombreux leviers d'action existent, mais encore une fois, réduire les émissions de gaz à effet de serre, mettre en place des actions d'adaptation, maintenant, ça peut permettre de réduire ou retarder les risques, à condition d'en avoir les capacités, d'avoir les financements pour le faire. Et les personnes les plus exposées et les plus vulnérables sont souvent celles dont la capacité de réponse est la plus faible. Et puis je vais terminer par la vie marine, c'est peut-être celle qu'on voit le moins en Suisse, à part peut-être dans les assiettes, mais le changement climatique dans l'océan a des effets extrêmement profonds sur les écosystèmes marins. Alors, on a une baisse du pH de l'océan, son acidification, qui est une conséquence de nos rejets de gaz à effet de serre. Ça va se poursuivre dans les prochaines décennies, être limité si on réduit massivement nos rejets de gaz à effet de serre, ou s'accentuer. Un océan qui est plus chaud, c'est un océan où le mélange des masses d'eau change. On a davantage d'eau qui stagne, ça change ce qu'on appelle la ventilation de l'océan, et donc plus l'océan se réchauffe, moins en fait on a un apport important d'oxygène en profondeur. Un océan qui se réchauffe, c'est un océan où les vagues de chaleur marine deviennent beaucoup plus fréquentes et vont continuer à devenir beaucoup plus fréquentes à mesure du réchauffement. Et puis enfin, le contenu de chaleur de l'océan augmente. Et ce qu'on montre, c'est que pour les écosystèmes marins, encore une fois, le niveau de risque va dépendre à la fois de leur capacité d'adaptation, de leur vulnérabilité et du niveau de réchauffement. Certains écosystèmes, ils sont en première ligne, les récifs de coraux tropicaux, les forêts de laminaires, mais aussi les prairies côtières, les écosystèmes de surface, et puis plus graduellement, ce que l'on va trouver dans des zones plus froides ou plus profondes, et même dans les grandes plaines abyssales. Donc les risques pour les écosystèmes marins, comme pour les écosystèmes terrestres, dépendent fortement du niveau de réchauffement et des émissions de gaz à effet de serre à venir.
Et enfin, les changements dans l'océan entraînent des déplacements des espèces de poissons, quelques dizaines de kilomètres tous les 10 ans, que ce soit pour les espèces de surface ou les espèces au fond de l'océan. Cela a déjà réduit le potentiel de prise de pêche dans les régions tropicales, et cette baisse va se poursuivre. Et donc, encore une fois, les communautés qui dépendent fortement des produits de la mer pour leur sécurité alimentaire et nutritionnelle peuvent être confrontées à des risques en matière de sécurité alimentaire, en particulier dans les régions tropicales, et ce risque augmente dans un climat qui se réchauffe davantage. Donc il y a bien sûr des leviers d'action, la gestion des pêcheries, les modes de consommation des produits de la mer, la gestion de la surpêche, les zones marines protégées qui permettent de renforcer la résilience des écosystèmes marins et côtiers et qui apportent des bénéfices pour les acteurs locaux qui dépendent de cela pour leurs moyens de subsistance. Et puis bien sûr, en réduire toutes les autres pressions, les autres pollutions locales, ça peut permettre de laisser plus de place pour que la vie marine puisse faire face aux changements liés au réchauffement climatique. Et donc je termine sur ce rapport en précisant que vous voyez le changement climatique induit par l'homme, il a une empreinte majeure sur des systèmes dont nous dépendons, depuis le haut des montagnes jusqu'au fond de l'océan. Il y a une inertie dans la réponse des glaciers, des calottes, dans la réponse de l'océan, et donc ces changements se poursuivront pour les générations à venir. Et la dernière phrase de ce rapport, approuvée par les représentants de tous les pays du monde, c'est l'urgence à mettre en priorité une action rapide, ambitieuse, coordonnée et tenace. Donc je termine en disant que très profondément, la question du changement climatique, c'est une question de choix. Les choix d'aujourd'hui détermineront le climat de demain, l'avenir n'est pas écrit. Si on a une très forte augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre, on aura un réchauffement très fort, 2,5 degrés en 2050 et beaucoup plus au-delà. Si on tarde à agir, si on agit lentement, on aura 2 degrés en 2050 et peut-être 3 degrés à la fin du siècle. Et si on agit plus rapidement, de manière plus ambitieuse, on aura de l'ordre de 1,5 degré à horizon 2050 et peut-être une stabilisation par la suite. Et il y a un rôle tout particulier des universités. Je termine sur ce point. Si ce n'est pas nous, qui ? Et si ce n'est pas maintenant, quand ? Un rôle tout particulier pour construire parmi nos étudiants de nouvelles manières de penser, l'action climat au service d'un mode de développement qui permette à tous de vivre dignement, qui permette de préserver la biodiversité. Un rôle particulier sur les projets qu'on propose aux étudiants pour qu'ils acquièrent par la pratique, en travaillant même sur l'université directement, de nouvelles compétences. Construire une vision systémique au-delà des silos habituels, j'ai essayé de vous les montrer, mais le fait d'avoir parfois une gouvernance avec des ministères séparés pour la santé, et puis pour l'environnement, et puis pour l'agriculture, ça n'aide pas à tirer parti des synergies qui sont possibles en alignant des politiques publiques dans ces différentes dimensions. Des universités qui ont un rôle particulier pour l'innovation technologique, l'innovation sociale, l'innovation frugale, accessible à tous, pour permettre les transitions de système et les transformations de société, et construire de nouvelles formes de trajectoires de développement. Je vais juste souligner quelques ressources. L'Office pour l'éducation au climat, qui traduit les rapports du GIEC pour utilisation en classe par des enseignants, par exemple au lycée. L'agenda de recherche et d'action pour les villes et le changement climatique qui montre la nécessité de faire plus de ponts entre les villes et les universités, de sorte à participer à l'ensemble des leviers d'action qui existent à l'échelle des villes. Un nouveau domaine qui est celui du patrimoine culturel, patrimoine naturel et immatériel, avec tout un réseau qui s'interroge et qui agit dans le cadre de l'héritage et du patrimoine par rapport au changement climatique. Et des initiatives dans les laboratoires de recherche français, l'initiative Labo 1.5, qui vise à transformer aussi nos propres pratiques de recherche pour contribuer à apporter des solutions. Et je termine en fait sur cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry, que l'on a mise en exergue du rapport sur 1,5 degré. En ce qui concerne l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, il s'agit de le rendre possible. Donc je compte sur vous. Merci. Merci beaucoup Valérie pour cette excellente présentation sur le travail du GIEC et ces 3 rapports que tu as présentés. Tous les micros mains sont dans le public, donc on doit se partager le micro du pupitre.
C'est maintenant votre tour, mesdames, messieurs, de poser vos questions. Et puis on a eu une discussion avec Valérie tout à l'heure. Il y a des études en sciences sociales qui disent que les femmes ne se posent pas forcément les mêmes questions quant au changement climatique. Elles n'ont pas forcément les mêmes préoccupations. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est d'avoir à la fois des questions des auditrices comme des questions des auditeurs. Et ce qu'on va aussi faire, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la salle, puis on n'a que quelques micros, on va récolter des questions, 4 questions à la fois. Puis je demande aux personnes qu'on choisira pour les questions de poser leurs questions et de retourner le micro directement aux assistants qui sont dans la salle. Donc, puis-je demander d'abord aux auditrices de se manifester, de lever leurs mains. On a les phares, donc on ne va pas forcément bien. Il y a une première question là, la femme, voilà, avec les cheveux longs. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Je suis venue depuis Martigny pour vous écouter et je n'ai pas été déçue. J'ai 2 questions et peut-être un petit commentaire. Une première question, c'était dans les rapports et les calculs par rapport à l'évolution des situations, est-ce que vous tenez compte des autres facteurs comme la perte de biodiversité qui n'est pas seulement due au changement climatique, l'épuisement des ressources, les fragilités géopolitiques, les migrations qui vont avoir lieu. Enfin, il y a énormément de facteurs, donc il faudrait peut-être tenir compte. Je ne sais pas si vous en tenez compte ou pas. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est donc dans les solutions que vous proposez, je me demandais vous avez parlé de l'énergie, puis vous êtes affilié à quelque chose d'atomique, si j'ai bien compris. Donc, je me demandais quelle était votre position par rapport à ça, étant donné aussi l'épuisement des ressources et tous les autres facteurs dont je vais parler tout à l'heure. Et puis, quelle était votre position par rapport à des mouvements de population qui ont envie de faire les choses collectivement plutôt qu'individuellement et faire pression sur les gouvernements de manière non violente par la désobéissance civile, comme par exemple le mouvement Extinction Rébellion dont je fais partie. Et puis le petit commentaire, si je peux me permettre. Essayez de poser une question à la fois, autrement ça va être difficile pour Valérie Masson-Delmotte, mais aussi pour les autres. Est-ce que tu veux répondre directement ou bien est-ce qu'on... Ça fait 3 questions. Ça fait 3 questions. Est-ce que tu m'aides à me souvenir des questions? Je fais un effort, oui. Donc le premier volet, c'était est-ce qu'on tient compte des effets des enjeux croisés, climat et biodiversité? On en tient compte, effectivement. C'est particulièrement le cas dans le rapport sur les terres. C'est aussi le cas dans le rapport sur l'océan. On a des scientifiques qui sont des auteurs communs aux évaluations de l'IPBES vis-à-vis des autres pressions sur la biodiversité. Ce n'est pas toujours le cas directement sur la partie ressources, mais avec l'angle des différentes dimensions d'un développement soutenable, c'est partiellement pris en compte, je dirais. Et quand le G7 Environnement a voulu entendre le point des connaissances scientifiques, ils ont demandé une présentation des rapports du GIEC, des rapports de l'IPBES et du panel du Programme des Nations Unies sur l'environnement pour les ressources, pour avoir une vision complète. L'autre question, c'était l'énergie. Donc moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'énergie. Ce que je peux préciser, c'est que dans le rapport sur 1,5 degré, il y a une analyse dans les différentes trajectoires à moindre coût qui sont présentées, des différentes options d'action, avec différentes options pour produire de l'électricité bas carbone, un potentiel d'augmentation limité de la production d'électricité nucléaire, un potentiel beaucoup plus important et avec des ruptures plus claires récentes sur la production d'électricité renouvelable, photovoltaïque ou éolien offshore en particulier. Le rapport il montre également que sur la question du nucléaire, il y a un certain nombre d'enjeux, le coût, le délai entre le lancement d'un projet et sa réalisation, et puis la question de l'acceptabilité sociale qui est une dimension importante sur cette thématique-là. Il y avait une dernière question sur les mouvements collectifs. Ce que je peux juste dire, c'est dans l'évaluation qui est faite des changements de comportement, ce qui est montré, c'est que si quelqu'un reste seul et essaye d'agir, souvent ça peut mener à une forme d'épuisement,
compte tenu des enjeux et compte tenu de l'ampleur des transformations nécessaires, que souvent ce qui conduit à des changements structurels de comportement, c'est une action avec un groupe autour de soi auquel on tient, pour lesquels on est sensible au regard que les autres envoient sur nos propres actions. Souvent, c'est dans un cadre professionnel ou un cadre associatif que ce genre d'action collective porte des fruits concrets. Je ne vais pas donner un avis sur des associations ou des groupes particuliers. Ce que je peux juste dire, c'est que j'ai un angle, moi, de physicienne. Et pour moi, peut-être le plus important, c'est d'arriver à partager une information claire sur ce qui contribue au changement climatique, c'est-à-dire sur ce qui rejette des gaz à effet de serre par rapport aux choix individuels, par rapport aux choix collectifs, pour avoir une information claire et qui permette de guider éventuellement une action efficace pour baisser ces rejets de gaz à effet de serre. Merci. Cette fois-ci, c'est le tour des hommes. Je vois un premier monsieur ici et là-bas, tout à l'heure, là et un peu plus au fond. Ouais. Une question, s'il vous plaît. Mais d'abord, je vous remercie de votre exposé parce que ce qui est intéressant par rapport au risque de la communauté humaine, vous ne nous avez pas caché ces risques. Ça, c'était très important. Notamment, vous ne nous avez pas caché qu'on est quand même au bord de l'abîme, au bord d'un trou noir, et que par rapport à ça, vous nous avez aussi, c'est ça qui est bien, c'est que vous nous avez dit qu'il faut agir, c'est-à-dire c'est le temps d'agir, il y a beaucoup de choses à faire, il faut se mobiliser, il faut lutter, c'est la seule manière d'arriver, justement, ne pas arriver à cette catastrophe. Et ma question elle est que dans les analyses que vous avez faites, nous on en a bénéficié, mais d'autres gens en bénéficient, ceux qu'on appelle les collapsologues. Et par rapport à ces gens-là qui prêchent, qui nous disent que la Terre va s'effondrer, qu'on va assister à un effondrement général, c'est un peu... Moi, ça me gêne beaucoup parce que on risque de décourager des gens qui ont envie de lutter, des gens qui ont des alternatives. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez, puisqu'il s'appuie aussi sur des données scientifiques. Je peux juste dire que la collapsologie n'est pas une science, mais c'est un discours, que ça s'inscrit dans des éléments scientifiques, mais aussi des incertitudes profondes sur la manière dont les sociétés vont réagir face à des situations de crise qui peuvent être amenées à se répéter. L'histoire, elle nous montre beaucoup de transformations passées de sociétés, des sociétés qui ont réussi à se réinventer, à construire d'autres sociétés résilientes. Ce que je peux également dire, c'est que on a besoin de transformations structurelles, on a besoin de transformations et de gouvernance claire. Un repli sur des petites communautés autonomes ou indépendantes peut être préoccupant au sens où ça n'est pas forcément un projet politique qui permettrait de porter des transformations institutionnelles, structurantes, à hauteur des enjeux qui sont présents. C'est mon point de vue personnel. On avait une deuxième question. Merci pour votre conférence. J'aimerais vous reposer une question que vous avez brièvement abordée, mais qui me semble extrêmement importante, voire cruciale. Sur les 40 milliards de rejets CO2 annuels, quelle est la part due au phénomène naturel et quelle est la part due à l'activité humaine? Autrement dit, et dites-moi si je me trompe, quelle est la part évitable et non évitable? Merci. Sur les rejets de dioxyde de carbone? Ouais. Sur les rejets de dioxyde de carbone, donc il y a des sources naturelles, par exemple le dégazage de fond du manteau terrestre, le volcanisme de fond. Son importance est de l'ordre de 1% par rapport aux effets des activités humaines, qui sont essentiellement pour le CO2 lié à la combustion du charbon, du pétrole, du gaz, la déforestation et la production de ciment par des réactions chimiques particulières. Cette fois-ci, c'est les femmes de nouveau, 2 femmes qui ont des questions. Je vois une première question ici. Il est extrêmement difficile de voir les gens au fond de la salle, donc excusez-moi si
On choisit davantage les personnes qui sont dans les premières rangées. Deuxième question. Là, en face, au milieu, au fond, il y avait une question. Puis je demande à la première. Bonjour, je vous remercie beaucoup pour cette présentation qui est vraiment excellente. Je sais que le rôle du GIEC, c'est de faire des propositions aux décideurs. Je voulais savoir si vous aviez des opinions aussi et des conseils pour les décideurs à l'échelle locale, c'est-à-dire pour les collectivités locales. Merci. Alors je précise, le GIEC, en fait, il ne fait pas de recommandations explicites. Il met sur la table des options d'action avec leurs bénéfices ou leurs risques d'effets indésirables et puis des conditions nécessaires, finalement. Donc il y a effectivement un certain nombre d'éléments qui existent par rapport à la dimension locale, en particulier sur la question de l'adaptation, qui est propre à chaque contexte. Je précise aussi que dans le prochain cycle d'évaluation, donc après 2023, le prochain rapport spécial du GIEC, il portera sur la question des villes et du changement climatique. Et pour le nourrir, on a besoin de publications, on a besoin du retour d'expérience de ce qui se fait, parce que ça bouge de tous les côtés, en fait, au niveau des collectivités locales, pour l'action à la fois pour l'adaptation et pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais souvent avec un manque de méthodologie ou de cadre réglementaire par rapport aux méthodologies. Et puis je termine en disant que là où moi je suis exposée à faire des recommandations, donc c'est un autre exercice, c'est dans le cadre de ce que je fais pour le Haut Conseil pour le climat, qui a été mis en place par le gouvernement français. Donc là c'est un exercice différent, c'est regarder les politiques publiques et évaluer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et faire des recommandations précises. Et je pense que ce type d'instance est vraiment utile, il s'inspire du comité britannique sur le changement climatique, et on peut imaginer aussi des espaces de ce type-là à l'échelle des communes, en s'appuyant sur une expertise, disons, un peu indépendante, d'acteurs locaux et du monde académique, pour évaluer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et faire des recommandations collégiales. On avait une question, la personne avec le microphone. Non, je n'ai pas encore clair ma question. Qui est-ce qui a un micro? Je ne sais pas, c'est une personne là au fond. Est-ce que personne a un micro, main, pour l'instant? Non. Il y avait quelqu'un là, au fond, au milieu, avec une question. Voilà. Merci. J'aimerais avoir votre avis sur l'inversion des pôles, sachant qu'évidemment que là, on est sur une échelle extrêmement large de l'histoire de la Terre. Et à quel point est-ce que vous prenez en compte ce facteur qui est quand même majeur? Et bien que, je dirais, l'impact de l'être humain est indéniable sur l'aggravation de la situation, l'inversion des pôles existe depuis, alors je ne pourrais pas le dire, depuis combien de milliards d'années. Voilà, merci d'avance. Alors, ce que je peux juste dire, c'est donc, moi je comprends la question en 2 points. Le premier, c'est l'axe d'inclinaison de la Terre par rapport à son orbite autour du Soleil. Donc c'est un des aspects des facteurs astronomiques qui varie très lentement. Celui-là, il varie tous les 40 000 ans. Et il contribue aux variations entre climat glaciaire et climat interglaciaire. Et évidemment, on le prend en compte. D'ailleurs, c'est un joli résultat des sciences du climat. La théorie astronomique des climats passés, elle avait été construite théoriquement par un mathématicien et astronome serbe en 1940. Puis elle a été en fait confirmée quand on a su dater et reconstruire et modéliser ces changements passés. Ça n'explique rien de ce qui se passe aujourd'hui. Et enfin, il y a un autre volet qui est les mouvements en fait, du champ magnétique interne à la Terre. Donc il y a aussi des travaux en paléomagnétisme qui permettent de reconstituer ces variations dans le temps. On le met en regard des variations climatiques passées et ça semble avoir un effet qui soit anecdotique par rapport, en tout cas à l'échelle glaciaire interglaciaire, aux facteurs astronomiques. Le temps file, malheureusement, il est déjà 8 heures. Je suis obligé de clore cette séance de questions. Je suis désolé. J'aimerais quand même remercier encore une fois du fond du cœur Valérie Masson-Delmotte pour sa présentation.
Madame Masson-Delmotte, vous avez vraiment démontré avec brio l'importance de l'expertise académique pour élaborer des politiques publiques efficientes. Je vous en remercie. Je crois que vous avez créé beaucoup de vocations au sein de notre université et le rôle aussi des universités dans ce cadre-là. J'aimerais vous remercier de votre présence toujours très nombreuse. Elle est importante pour nous. C'est le rôle que nous voulons jouer des liens avec la cité. Et je me permets effectivement peut-être de très rapidement vous décrire un peu quelques événements à venir dans notre université. Tout d'abord, cette semaine même, ce jeudi, une conférence sur la recherche génétique et l'autisme qui sera donnée par le professeur Bourgeron de l'Institut Pasteur à Paris. Ensuite, le 12 mars, dans le cadre du Festival international du film des droits humains, film et débat sur les traces des crimes de masse avec une de nos professeurs, la professeure Sévan Garibian. La semaine du cerveau, le 16 mars, sur les machines et nous, l'intelligence artificielle versus intelligence humaine. Et ensuite, finalement, le festival Histoire et Cité qui se trouve ici aujourd'hui dans une de ces nouvelles éditions importantes sur la peur, avec une conférence en particulier le 23 mars de l'écrivain algérien Kamel Daoud. Je souhaite une très bonne soirée. J'espère vous retrouver très nombreux et nombreux à ces événements. Merci infiniment.